Finor-Villers, mais je veux d'abord vous entendre sur les faits à Courbevoie, les faits dont on parle. Quand vous découvrez cette affaire-là, quelles sont vos premières pensées? Eh ben, ce sont les pensées que j'ai aujourd'hui, des pensées pour cette jeune fille, des pensées pour sa famille, des pensées aussi pour nous tous et pour tout ce que cela raconte de l'état de notre pays. Vous savez, je rêve d'un moment, j'ai l'impression de le dire depuis des années, d'un moment où, face à une situation comme celle-là, en fait, on n'ait plus besoin d'inviter des personnes juives pour en parler parce que tout le monde aurait bien compris que l'antisémitisme n'est pas le problème des juifs, mais c'est le problème de la nation qui le tolère, qui l'encourage, ou de ces leaders politiques irresponsables ou coupables qui suggèrent que ces phénomènes sont résiduels. Moi, j'étais hier à cette manifestation, quelque part, dans la foule. Il y a une image qui, moi, m'a marquée, qu'on ne voit pas, mais si la caméra s'était levée un instant, aux images qu'on voit là, on aurait vu que sur l'hôtel de ville, il y avait marqué Paris 2024. Voilà, c'est l'image des Jeux Olympiques, mais en réalité, c'est l'image de la France. Difficile à croire. En 2024, en France, voilà ce qui se passe. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce slogan des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. C'est exactement ce qui nous arrive. Voilà, l'antisémitisme, dans sa mise en pratique, dans ses actes ignobles, ça va de plus en plus vite. Et l'abjection est de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Et bien entendu que se pose la question de la responsabilité. Comment en arrivons-nous là? Et quelle est la responsabilité de la parole politique, même si certains la nient? Vous dites de plus en plus vite. On a des gamins là, pardon pour le mot de gamin, mais de 13 ans qui ont été arrêtés, placés en détention. Comment vous expliquez qu'à cet âge-là, on est même avant l'adolescence ou quasiment, on puisse avoir ces idées-là en tête? Parce que c'est un scoop pour personne. L'adolescence et l'enfance, c'est une éponge sociale de ce qui se dit dans les familles, dans la société. Un discours politique qui vient de chacun en réalité et qu'on laisse pénétrer un peu partout dans notre société. Malheureusement, c'est pas étonnant. On le voit, on y a assisté ces derniers mois à la façon dont de plus en plus jeunes et des populations qu'on pouvait imaginer protégées de ces haines sont touchés, sont sensibilisés. Voilà, on a vu par exemple dans un sondage qui a été relayé la semaine dernière, je crois il y a 10 jours, que 35% des jeunes considèrent par exemple qu'il serait légitime de punir des juifs d'actions menées au Proche-Orient par Israël, c'est-à-dire de placer d'une certaine manière des cibles sur les juifs de tout âge, où qu'ils se trouvent et qui ils soient, pour d'une certaine manière, pardon des termes, mais non seulement importer le conflit, mais jouer à la résistance pro-palestinienne, jouer à des apprentis petits Hamas qui se manifesteraient sur notre territoire. Et là, évidemment, on sait exactement qui porte cette responsabilité. Quel est le discours aujourd'hui de la diabolisation, par exemple, d'Israël, qui fait qu'on permet, tout en disant qu'on n'est pas antisémite, que ces gestes-là soient possibles. Vous parlez de ces jeunes-là comme d'éponges, éponges aussi de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu être dit juste après le 7 octobre? Évidemment, voilà tout ce qui a pu être dit depuis le 7 octobre. Et puis, je dirais un langage... Je pense notamment au viol, à l'arme du viol. Alors évidemment, il y a l'arme du viol. D'ailleurs, j'étais particulièrement étonnée, mais je le mets entre guillemets, que les féministes, les mouvements féministes ne soient pas présents hier dès la première heure où on est en train de parler effectivement du viol d'une jeune fille. Hier soir, moi, j'ai pas beaucoup vu de pancartes des mouvements féministes. Je les entends pas non plus beaucoup aujourd'hui, de la même manière qu'elles ont été pour beaucoup d'entre elles étonnamment absentes pour dénoncer les viols dont ont été victimes des femmes israéliennes le 7 octobre. Je pense que c'est un sujet qui devrait tous nous mobiliser, mais voilà où nous en sommes. On voyait à l'instant la polémique politique avec Benoît. Quand vous entendez les mots de Sandrine Rousseau qui explique que l'antisémitisme n'est pas résiduel, qu'il y a de l'antisémitisme, mais qu'il n'est pas structurel dans l'union de la gauche qu'elle a rejoint. Quand vous entendez les responsables de la France Insoumise, on était avec Manon Brilla, on était hier ou avant-hier avec Manuel Bompard, qui disait mais personne chez nous n'a été condamné pour antisémitisme. Personne chez nous. Donc arrêtez de venir nous chercher sur ce sujet-là. Mais moi, je veux bien croire qu'une partie aujourd'hui du Nouveau Front Populaire n'a pas un antisémitisme structurel. Et heureusement. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on tolère que ce langage antisémite, parce que c'est pas nécessairement que ces gens sont antisémites à LFI, mais il y a parmi les leaders de LFI des gens qui depuis longtemps vont puiser dans un réservoir du langage antisémite. On le connaît, le langage antisémite, il consiste à travers
travers l'histoire, c'est toujours la même chose, à suggérer que les Juifs ont un pouvoir particulier, qu'ils contrôlent le pouvoir, qu'ils sont à la source d'un je ne sais quel complot, quand depuis des années, et bien avant le 7 octobre, Mélenchon et d'autres autour de lui suggèrent que le pouvoir est manipulé par les oukases du CRIF, que les décisions sont prises en sous-main par des responsables de la communauté juive. Ça a été dit, ça a été écrit dans des tweets. Quand Mélenchon est allé ressortir, il y a quelque temps déjà, un argument de Jésus crucifié par ses compatriotes, enfin, tous les éléments du langage antisémite sont à l'œuvre. Et je trouve que ça demande un sacré grand écart aussi, ne serait-ce que cette semaine, de voir samedi des gens de LFI manifester aux côtés du Parti des indigènes de la République pour mercredi crier à l'horreur d'un acte antisémite et du viol d'une jeune fille, comme si tout cela n'avait aucun rapport. Aujourd'hui, il me semble nécessaire plus que jamais, si, comme le dit Sandrine Rousseau, cet antisémitisme n'est pas systémique, alors, je vais utiliser un mot que le LFI aime particulièrement, il est nécessaire de purger le nouveau Front populaire de tout ce qui permet à ce langage d'être tenu. Mais vous ne Ça pouvez veut pas douter, dire... par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit « je suis horrifié par ce qui s'est passé », il est horrifié par ce qui s'est passé. Il est sans doute horrifié par ce qu'il est passé, pour ce qui s'est passé. Enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. En tout cas, quand il est horrifié, il prend soin, vous l'avez vu dans son tweet, d'abord de mettre en cause la masculinité toxique, testostéronée ou que sais-je encore, pour ensuite, dans un second temps, suggérer qu'il y a un problème avec l'antisémitisme. Mais en aucune manière, il ne se pose le problème. Par exemple, dans le sondage révélé la semaine dernière, 92% des Juifs en France considèrent que le LFI est un danger pour leur avenir, pour la sécurité de leurs enfants. Je m'étonne que personne, non seulement à LFI, mais plus largement au sein du nouveau Front populaire, ne se pose la question de pourquoi ne faut-il pas entendre les Juifs et leurs ressentis ? Mais justement, on est à une dizaine de jours de ces élections législatives et il y a des voix dans la communauté juive qui chamboulent un peu aussi. Quand on entend Serge Klarsfeld, qui a chassé les nazis pendant toute une partie de sa vie, expliquer que s'il avait le choix aujourd'hui entre LFI et le Rassemblement national, il choisirait le Rassemblement national, malgré le passé du Rassemblement national, malgré ceux qui ont fondé ce parti-là. Comment vous réagissez ? D'abord, c'est pas exactement ce que Serge Klarsfeld a dit. Il a dit que dans ce premier tour dans lequel nous sommes tous, il votera pour quiconque qui n'est pas à ces extrêmes. Absolument. Et ensuite, et je pense que c'est exactement le temps dans lequel nous sommes, tout faire pour tenir à distance les extrêmes. Ensuite, il a dit, et j'ai un profond respect évidemment pour le combat extraordinaire et historique qui a été celui de Serge Klarsfeld, lui, son combat à lui, et je comprends d'où il vient, il a toujours lutté pour sauver les Juifs. C'est toujours posé à lui la question de pourquoi, au siècle dernier, les nations n'avaient pas pu, pas su, pas voulu sauver les Juifs. Et il se pose aujourd'hui la question de qui est en mesure de les sauver et à travers eux de sauver la République. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec le choix tel qu'il le formule. Vous ne feriez pas le même choix ? Jamais je ne ferai le même choix parce que moi, je continue à penser que oui, le Rassemblement national est une menace parce qu'il est une menace pour l'altérité dans notre pays, parce qu'il flirte avec le populisme, parce qu'il est une menace pour les étrangers et pour les Juifs aussi. Je ne pourrais pas lui faire confiance. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a au sein de LFI à commencer par son leader, à commencer par bon nombre de ses sbires, des gens qui utilisent un langage de l'antisémitisme, qui le manipulent et qui sont tout aussi dangereux. Et donc j'appelle les forces républicaines, où qu'elles soient, à leur demander des comptes. Voilà, je pense que nous sommes dans un temps où il faut demander des comptes à toutes les forces républicaines qui menacent ou qui suggèrent qu'elles vont faire alliance avec l'inacceptable. À distance, mais face à vous sur ce plateau, il y a, je le disais, Daniel Knoll. Merci d'avoir patienté avec nous. Il y a une chose qui frappe Daniel Knoll, c'est que, et je le redis, votre mère a été assassinée en mars 2018, un meurtre à caractère antisémite, elle avait 85 ans. Ce qui frappe, c'est que face aux mêmes horreurs, on a 6 ans plus tard les mêmes polémiques. On se souvient qu'à l'époque du meurtre de votre mère, il y avait cette manifestation de soutien et qu'à l'époque, la foule demandait, ou en tout cas une partie d'entre elles, demandait à Jean-Luc Mélenchon de quitter cette manifestation-là. 6 ans plus tard, rien n'a changé ? Je voudrais vous dire d'abord que j'ai énormément d'émotions et mon émotion est au sommet de l'insupportable. Après ce que ma mère a subi, après ce que Sarah Halimi a subi et bien d'autres. Je vous rappelle que le commandant Beltrame a été assassiné le même jour que ma mère. Et on s'attaque aujourd'hui à une jeune fille de 12 ans parce qu'elle est juive.
C'est tellement. J'ai pas de mots pour décrire ma haine de ces monstres qui ont fait ça. Même si c'est des enfants, je pense que tous les enfants, quelle que soit sa religion ou non, ils doivent être protégés des violeurs et ceux-là doivent être punis lourdement. Il n'y a plus aucun frein dans notre société. De toute façon, nous savons que nos délinquants, ils risquent peu, surtout lorsqu'ils sont mineurs. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et le plus grave, c'est que cette sauvagerie qui, depuis le 7 octobre, s'est abattue dans le monde entier sur les Juifs, c'est insupportable et incompréhensible. Ou plutôt, on voit les gens se lâcher comme si le Juif était le responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Mais quand vous entendez... Pardon, quand vous entendez ce matin le Premier ministre expliquer qu'il faut mettre des digues, précisément, qu'il faut lutter contre cet antisémitisme, comment on fait quand on a des gamins aussi jeunes qui ont déjà ancré dans le cerveau ces idées-là? Ben vous savez, l'éducation, c'est primordial. Et nous, avec l'association Miracle, on se bat depuis des années. On a rencontré tous les ministres de l'éducation en leur demandant simplement déjà de consacrer une journée pendant la semaine contre le racisme et l'antisémitisme, de consacrer une journée dans les collèges et les lycées aux victimes, qu'on parle des victimes. Qui se souvient d'un seul nom d'une victime du Bataclan? Personne. Donc, nous estimons qu'on doit parler des victimes dans les écoles pour que les jeunes prennent conscience de l'horreur des choses. Je reviens à la polémique politique, encore une fois, dans un contexte qui est tendu à 10 jours de ces élections législatives. Daniel Knoll, qu'est-ce que vous dites, vous, des réactions que vous avez vues venir de la gauche, de chez Jean-Luc Mélenchon et d'autres? Qu'est-ce que vous dites là? Encore une fois, je le disais, on a l'impression d'un copier-coller par rapport à ce qu'on a pu vivre après le décès atroce de votre mère il y a 6 ans. Malheureusement, moi, je trouve que toutes les mères, tous les pères qui ont des enfants doivent réagir. Et on doit réagir contre le racisme et l'antisémitisme. Et je dois dire, je rejoins un peu notre ami Klarsfeld, et je pense qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est malheureusement le LFI. Et je ne comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui ont envie de voter pour ce parti qui montre sa haine à chaque moment. À chaque moment, et on dit rien. Et on fait rien contre eux. Vous feriez le même choix que Serge Klarsfeld? On ne nous donne pas le choix. On ne nous donne pas le choix. Je suis désolé, je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité de voter pour des mouvements comme le NPA ou LFI qui sont ouvertement anti-israéliens et à travers l'anti-israélien, ben, ils sont anti-juifs. Ces gens sont insupportables. Ils ne devraient pas avoir de députés. C'est impossible. Mais quitte à oublier ou à mettre de côté ceux qui ont, par exemple, fondé le Rassemblement national? Écoutez, quand j'étais jeune, j'étais en Allemagne et mon père a été déporté et j'ai vu des Allemands normaux, des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes au Front National qui sont normaux, qui ne sont pas racistes ou antisémites. Il ne faut pas systématiser les gens. La mère n'est pas responsable du père. Le père était un grand salaud, on le sait tous, mais la mère n'a rien à voir. Donc, et d'ailleurs, rappelez-vous... La fille, vous parlez de Jean-Marie et de Marine Le Pen. Oui, je parle de Jean-Marie Le Pen. Bien sûr que lui, c'était un grand salaud, il n'y a pas de problème. Mais sa fille n'a rien à voir. Les jeunes, ils évoluent, heureusement. Maintenant, ce que je crains le plus, c'est le manque de connaissances de nos jeunes. Et ça, on ne peut lutter contre ça qu'avec l'éducation. Des juifs, des chrétiens, des musulmans ont été massacrés en France. Il ne faut pas les oublier. Il faut en parler. Et je regrette qu'une seule chose, c'est que jusqu'à présent, malgré M. Blanquer, qui était plutôt positif,
Les autres ministres n'ont pas pensé qu'il faudrait faire une journée pour parler dans les écoles. Si on peut changer, ne serait-ce qu'un extrémiste, qu'un enfant sans éducation, le changer, eh ben, il faut le faire. Mais alors, il faut le faire en permanence. Attendez, Daniel Knoll, Delphine Orviller, ce débat-là, ce dilemme-là, on voit que vous n'êtes pas d'accord, il est terrible qu'il traverse à ce point maintenant la communauté juive, il est terrible. Oui, il est terrible, mais il est révélateur en réalité de la solitude dans laquelle les Juifs de France ont été placés. On ne serait pas arrivé là si les Juifs de France n'avaient pas été placés dans une solitude absolue, dans le sentiment d'avoir été abandonnés par la République. On vous a abandonné. J'entends, bien sûr, mais depuis des années. J'entends tout à fait l'émotion de Daniel Knoll et je suis très émue même d'entendre son émotion. Moi, contrairement à lui, je ne crois pas du tout que le parti d'extrême droite ait évolué. Je pense que voilà, il y a un maquillage différent aujourd'hui. Mais je crois que les extrêmes, toutes les extrêmes, nous mènent toujours à la catastrophe et sont la solution du pire. Donc je crois qu'il faut tout faire pour sauver aujourd'hui la République. Mais sauver la République, c'est pas sauver les Juifs, c'est sauver les valeurs de la République qui reposent sur la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme et contre les haines et aujourd'hui contre les populismes qui menacent les deux extrêmes et qui vont tous d'une manière ou d'une autre nous tuer nos valeurs, tuer nos cœurs, tuer nos âmes. Alors voilà, aujourd'hui je vois qu'il y a d'un côté le Rassemblement national qui est quand même l'héritier du Front national et c'est incontestable. Il y a de l'autre côté ce nouveau Front populaire. Je trouve ça intéressant d'ailleurs qu'il y ait du front de chaque côté. Moi aujourd'hui, j'arrête pas de me dire que plutôt que d'avoir du front, peut-être il faudrait avoir du cœur. Et plutôt que de créer un front républicain, il faudrait nourrir ce cœur républicain, ses valeurs, exiger de tous ceux qui s'allient aujourd'hui, qui ne voient pas le problème à s'allier à des extrêmes, exiger un examen de conscience. Et encore une fois, je le répète, une forme de purge, c'est le mot à la mode, une purge des valeurs abjecte et haineuse dont ces extrémistes sont porteurs. Parce que non, on ne peut pas confier un bulletin de vote en s'alliant à des gens qui veulent, pour nous tous encore une fois, pas que pour les Juifs, pour nous tous, le pire. Comment vous réagissez aux mots de Delphine Orviller, Daniel ? Alors déjà, je voudrais lui rappeler, d'abord je la salue parce que c'est une femme extraordinaire, je l'adore. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des gens, des républicains. Il y a Éric Ciotti, en qui je fais confiance, et je pense qu'il peut atténuer énormément de choses au parti du Front National. Je ne vais, si je dois voter Front National, ça ne sera pas de gaieté de cœur. Mais est-ce qu'on nous laisse le choix ? C'est vrai, on est abandonné, on est complètement abandonné. Monsieur Macron joue à la girouette, il interdit des entreprises israéliennes de venir en France. J'ai l'impression de me retrouver dans les années de guerre où on interdisait aux Juifs de rentrer dans des magasins. On va y arriver. Les entreprises interdites, c'est au salon de l'armement. Voilà, c'est scandaleux ce qu'a fait M. Macron. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais là, il a dépassé toutes les bornes. Et il donne raison à tous ceux qui sont antisémites en faisant ça. C'est pas normal. Je voudrais ajouter pour les spectateurs qu'il y a quelque chose de particulier dans ce moment qu'on est en train de vivre parce que ça peut donner l'impression qu'aujourd'hui le débat il est entre juifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si finalement il y avait des juifs qui étaient en train d'arbitrer entre le fait que ce serait OK et que ce serait pas OK de voter pour un extrême ou un autre. En fait, ce que ce débat illustre, c'est qu'il n'y a pas de vote juif, que les choses soient très claires. Il y a aujourd'hui au sein de la communauté juive, comme au sein de la communauté nationale française, des gens qui ont ces débats internes. Oui. Voilà, bon, ça se voit très bien. Cette discussion-là, elle existe dans toutes les familles. Hein. Et c'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a une fâcheuse tendance dans notre pays à se tourner vers les Juifs en se demandant qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle responsabilité ils auront dans la montée ou la descente de tel ou tel parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de vote juif. Pas vous d'avoir ce de façon générale, même on le sait d'un point de vue statistique, s'il y a un vote juif, c'est plutôt un vote de la mesure et de la modération. Les Juifs, de façon traditionnelle, votent beaucoup moins aux extrêmes que les autres et c'est important de le rappeler.